Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Son livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 1. Chapitre 4. Les théories du vivant. La fonction du vivant serait la réalisation d'une biographie qui ignorerait tout de son début et qui ne connaîtrait rien de sa fin. Ceci étant dit, il convient de déterminer quels sont les éléments constitutifs du vivant. 4 atomes principaux, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote sont à la base de tous les composés chimiques existants dans l'univers physique, plus d'autres adjonctions telles que le phosphore et le soufre. Ils constituent les composants essentiels participant à l'organisation de la vie, mais il s'agit d'une échelle atomique. La molécule est-elle la base de tous les composants constituant le monde du vivant. Chaque molécule est construite à partir d'un composé chimique regroupant divers atomes, organisés et liés entre eux par leurs électrons, selon un regroupement particulier à chaque molécule. Les molécules organiques sont répertoriées en glucides, protéines, lipides et les acides nucléiques. Il convient de souligner que chaque être vivant est composé de molécules inorganiques telles que l'eau, qui entre dans sa composition à partir de 65% pour l'humain, jusqu'à 98% pour la méduse. L'organisation du squelette est quant à lui, synthétisée à partir d'un sel, appelé du phosphate de calcium. Ces molécules forment les éléments constitutifs des cellules. Il y a évidemment une très grande complexité concernant l'organisation des cellules. L'ADN, les gènes et les chromosomes en sont les 3 objets moléculaires essentiels. Chaque cellule comporte un noyau, lui-même composé d'acides nucléiques que sont l'ADN et l'ARN. La fonction essentielle de l'ADN avec ses 4 composants AGCT est son rôle d'information à partir de son programme génétique. La fonction de l'ARN avec ses composants AGCU sera d'être extraite du noyau, après leur fabrication au sein du noyau en portions d'ADN. Leurs structures et leurs fonctions y sont extrêmement diversifiées. Elles sont chargées de transmettre des informations particulières. Ces associations qui sont appelées chromosomiques constituent l'échelle moléculaire. C'est la relation existant entre l'ARN et les acides aminés qui permet la compréhension de l'organisation entre ce qui est appelé communément l'inerte avec le vivant. Autrement dit, cette relation explique la mise en œuvre de toute l'organisation des cellules constituantes du végétal et de l'animal à partir du minéral. En résumé, les cellules sont des usines de fabrication des organismes vivants à partir des enregistrements contenus dans leur noyau. Ces renseignements sont transmis par ce noyau à l'organisation de chaque cellule. Ensuite, chez les organismes multicellulaires, les cellules s'organisent entre elles, selon le schéma organisationnel qu'elles ont reçu, pour fabriquer les tissus particuliers qui sont consécutifs à l'organisation de chaque organisme. Oui, mais pas seulement. Tout système biologique, aussi minuscule soit-il, a non seulement pour rôle d'écrire et d'enregistrer de l'information, mais elle peut aussi la modifier, à partir de la fabrication de diverses substances. Tous ces mécanismes cellulaires ont tous une influence sur l'organisation globale multicellulaire. Un organisme est ainsi représenté par un ensemble intégré des divers systèmes organisés, soit en organes, soit en réseaux, aux fonctions très précises et qui collaborent entre eux. Il s'agit là de l'échelle cellulaire. Il convient, toutefois, de comprendre comment fonctionne l'information située à l'intérieur du noyau de chaque cellule. La molécule d'ADN est composée en portions appelées des gènes. Ce sont des séquences d'ADN qui portent toutes les instructions concernant la future élaboration de l'échelle cellulaire. Une synthèse de certaines séquences sera transmise par l'ARN messager. Il s'agit, en fait, d'un langage protéique codé, appelé le code génétique. Chaque espèce vivante détient ainsi un code génétique particulier qui lui appartient en propre, à partir de ses autosomes et de ses chromosomes, et qui compose donc son empreinte héréditaire. Des gènes apparaissent être les responsables de certaines maladies. Le patrimoine génétique, qui regroupe la totalité des gènes, détermine l'ensemble des particularités propres à chaque individu de chaque espèce végétale et animale.
Bien évidemment, des facteurs extérieurs peuvent altérer, modifier ou supprimer certains enregistrements héréditaires transmissibles, soit de façon naturelle, soit par l'intervention humaine. La conscience qui organise peut aussi bien détruire. Les manipulations génétiques pourraient représenter une nouvelle organisation de la vie. Il apparaît particulièrement tentant de chercher à modifier ou supprimer les gènes responsables de certaines anomalies. Des banques de stockage des ADN sont en cours de réalisation. Il s'agit ensuite de déchiffrer les codes de chaque séquençage. Cependant, les conséquences pourraient devenir irrémédiables, à court, moyen ou long terme. Certaines manipulations pourraient devenir irréversibles. De nouvelles caractéristiques ont en effet été constatées chez les plantes et les animaux, transgéniques, et qui ont donc subi des modifications à l'intérieur de leur patrimoine génétique. La particularité des laboratoires de recherche en génétique est de changer le vivant pour qu'il s'adapte aux nouvelles nécessités génétiques des humains. Les conséquences malencontreuses, actuellement constatées, sont tout simplement cachées aux populations. Les manipulations génétiques sont un impact immédiat sur l'espèce humaine. Plusieurs variétés de maladies sont apparues à la suite de l'absorption de végétaux et d'animaux dont les gènes ont été manipulés. Plusieurs milliers de personnes ont été recensées avec des conséquences extrêmement graves pouvant provoquer jusqu'à des paralysies définitives. Des aggravations mortelles auraient également été constatées. Une infertilité totale a été mise en évidence sur des sujets impactés au niveau de la 3e génération. La conscience humaine deviendrait assez aléatoire, au regard des conséquences sur les génomes de la vie sur la planète. Il convient de prendre en considération que toutes les manipulations génétiques actuellement réalisées ou en cours de réalisation, sont et seront irrémédiables. L'ingénierie génétique est totalement hors de contrôle. Des dizaines de milliers de laboratoires œuvrent pour plusieurs milliers de compagnies, sur la totalité du globe. Les risques de pollution transgénique généralisée, sur Terre et en mer, sont déjà en œuvre. Ces laboratoires réalisent continuellement des modifications génétiques sur les plantes et sur les animaux et aussi par voie de conséquence, sur les humains. Mais pas seulement par voie de conséquence. Depuis plusieurs années déjà de nombreux laboratoires réalisent des clonages entre animaux et humains, au Costa Rica, en Australie, en Grande-Bretagne, en Chine, avec des mélanges de gènes, dans le plus grand secret, bien évidemment. Des utérus de vaches auraient été créés artificiellement, afin d'y développer des clones humains, pour des projets de transplantation ultérieurs. Il y aurait aussi des recherches spécifiques sur de nouvelles armes biologiques réalisées dans des laboratoires secrets en Amérique du Nord, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Japon, en France, etc. prévues pour éradiquer certaines races humaines devenues trop gênantes. Que devient l'éthique médicale mondiale au regard de l'inconscience absolue de ces castes dirigeantes mondialistes, psychopathes et eugénistes? Que deviennent la conscience individuelle des chercheurs et la conscience collective de tous les responsables de ces manipulations génétiques extravagantes? Les États-Unis ont tout simplement classé les plantes, les animaux et les humains dans le même répertoire que celui de simples machines. Selon ce point de vue, les gènes deviennent alors de simples ensembles informatiques permettant d'établir des brevets. La cruauté humaine, sur ce sujet, mais aussi dans bien d'autres, est sans limite, pour pouvoir obtenir toujours plus de profits économiques. L'écologie génétique n'aura pas lieu, il serait déjà trop tard. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 1. Chapitre 4. D'où viendrait l'humanité? Y aurait-il des origines communes entre la lignée des chimpanzés et celle des humains? Les origines et l'évolution de la lignée humaine n'auraient pas été définies par l'étude des lignées qui en seraient les plus proches. L'émergence d'une lignée humaine aurait été établie à partir de fossiles découverts et rattachés à ses origines. Ces fossiles originaux, qui seraient les représentants hiérarchiques de cette lignée humaine, auraient tous une origine africaine. Pourtant, il y a de nombreux récits très anthropocentriques sur les origines de l'humain, dont les contenus peuvent apparaître exubérants. Face aux obscurantismes religieux, la science, après avoir démontré que la Terre n'était qu'un grain de sable perdu dans l'univers et que l'humain n'était qu'une variété animale parmi les autres, situerait cette origine de l'humain à 6 ou 7 millions d'années. Une analogie serait-elle possible à démontrer entre les variétés des grands singes et l'humain?
Le séquençage des génomes apporte de très grandes surprises. À la stupeur générale, il advient que les résultats donnent 25 000 gènes chez l'homme et 50 000 pour un grain de riz. Le génome humain aurait tendance à nous rapprocher de celui des diverses variétés d'hominoïdes. Notre physiologie, ainsi que notre histologie, notre biologie, notre morphologie et notre anatomie sembleraient les mieux correspondre avec celles des singes dont les origines remonteraient jusqu'à 17 millions d'années. Cependant, seulement 5% de notre matériel génétique a pu être identifié, pour leur utilité. Les 95% restants ont certainement une utilité, qui pour l'instant, échappe à notre compréhension de la génétique. Pourrait-il un jour expliquer la conscience universelle ? La stratégie adaptative, qui établit une corrélation entre la théorie évolutive darwinienne et notre ressemblance avec les grands singes pourrait définir les modifications des paramètres de l'historique de la vie. Un historique qui prend en compte les accumulations des compétences chez les chimpanzés, les orang-outans et les humains, dont les gènes seraient identiques à 99%. Toutefois, contrairement à ce qui est encore enseigné, les chimpanzés ne sont pas nos ancêtres, mais nos cousins de l'évolution, avec des origines quasi communes. Le patrimoine génétique des humains serait identique, à tous les endroits de la planète, à 99,99%. Il ressort que les 7 milliards d'humains, vivant actuellement sur cette planète, descendraient tous d'une origine ancestrale d'environ 10 000 individus. Toutefois, il existe une très grande diversité génétique entre les individus et c'est ce qui aurait permis leur survie. Pour connaître cette diversité, il suffit de vérifier le nombre des différences génétiques contenues dans le génome des individus. En Namibie, pays considéré comme possédant les peuples les plus anciens de l'humanité, ces 2 millions d'habitants sont divisés en 28 groupes ethniques. Les différences d'apparence, constatées parmi les humains résulteraient simplement des mutations génétiques permettant leur adaptation aux conditions de vie locales particulières. Le sujet de l'évolution reste scientifique, mais il a aussi des implications théologiques et philosophiques qu'il conviendrait de devoir les prendre en considération. Deux conceptions sur l'origine de la vie s'opposent. L'une, qui est scientifique et qui considère que l'humanité est issue de l'organisation de la matière, sans aucune intervention extérieure. L'autre, qui est métaphysique, porte sur la recherche des causes et qui est de conception religieuse et philosophique, considère qu'une organisation supérieure à l'humain dirige tout. Les Sumériens avaient instauré 4 dieux, celui du ciel, celui de la terre, celui de l'air et celui de l'eau. De ce polythéisme a succédé le monothéisme instauré par les religions judaïques, chrétiennes et musulmanes. Elles auraient pris en considération la création de l'univers par un seul Dieu. L'humanité aurait été créée à partir de 2 êtres appelés Adam et Ève, qui sont les personnes bibliques de la Genèse, où Ève aurait été tirée d'un côté d'Adam. S'agit-il d'un mythe purement religieux? La lignée humaine pourrait-elle avoir une seule femme pour origine? Selon les résultats des analyses ADN, toute l'espèce humaine aurait pour seule origine, une seule région d'Afrique. Auquel cas l'histoire d'Adam et d'Ève ne serait plus un mythe. Cette histoire, à base purement religieuse pourrait faire référence à un épisode où la planète pourrait avoir été visitée. Des fossiles d'hominidés découverts récemment, font apparaître que plusieurs espèces d'hominidés, dont certains, remonteraient à 2 millions d'années, seraient apparus bien avant l'Homo sapiens. Ces hominidés seraient censés être apparus à la suite d'un processus de sélection naturelle. Ils remonteraient jusqu'à 6 millions d'années et seraient les descendants d'un ancêtre primate, selon le processus évolutif darwinien. Toutefois, la véracité de ce processus n'apparaît plus crédible actuellement. Pourquoi, les autres espèces animales n'auraient-elles pas pu bénéficier du même niveau évolutif que l'humain? Pourquoi l'humanoïde a-t-il perdu sa pilosité, s'il est le descendant des primates? La réponse à cette question résiderait elle dans une troisième explication sur les origines de l'humain. Les récits bibliques de certains chapitres de la Genèse seraient inspirés des légendes et des mythes vénérés par les Sumériens. Or, la culture intellectuelle des Sumériens laisse envisager une intervention de personnages apparentés à des dieux, mais qui pourraient résulter de cultes voués à des interventions extérieures à notre planète. L'évémérisme, qui explique que les dieux seraient des entités vivantes, découlerait d'une mythologie liée à une civilisation. Alfred Russel Wallace réfutait la théorie darwinienne par le fait qu'elle ne pouvait pas expliquer l'évolution du cerveau humain.
Les facultés intellectuelles particulières de la pensée humaine ne pouvaient pas être adaptatives, selon le processus de la sélection naturelle. Il a préféré accorder une explication spirituelle au processus, par un « esprit » créateur. Une intelligence créatrice devrait être à l'origine de l'avènement de l'espèce humaine actuelle. Y aurait-il eu une intervention extérieure avec une manipulation génétique, à partir d'une des variétés d'hominidés et qui aurait permis d'aboutir au résultat actuel de l'humain? De nombreux éléments sembleraient le suggérer. L'évolution caractéristique du cerveau humain ne permettrait pas d'accréditer le résultat d'une évolution. Les changements extrêmement rapides, constatés à partir du cerveau des hominidés d'origine, ne peuvent pas s'expliquer à partir d'un schéma évolutif logiquement très lent. Ce phénomène évolutif démontre un nouveau mode de la conscience humaine qui ne peut être en corrélation avec une des espèces d'hominidés. Cette particularité est appelée le chaînon manquant dans la forme transitionnelle sur la théorie de l'évolution. Les modifications apportées par la génétique actuelle peuvent démontrer comment il est concevable de modifier l'ADN humain pour son évolution vers un but particulier d'organisation sociale. Par exemple, une protéine dénommée FOXP2, découverte dans les nucléotides humains, correspond au gène du langage. Il s'avère que ce gène aurait une origine très récente remontant à 200 000 ans. Comment ce gène s'est-il introduit dans notre organisme? L'emplacement particulier du larynx humain est un autre exemple n'obtenant pas d'explication. Bien d'autres particularités, liées à la réalisation de monuments extravagants construits sur tous les coins de notre planète, ne reçoivent pas non plus d'explications convaincantes. La monstruosité de certaines de ces constructions n'apparaît toujours pas réalisable de nos jours, par aucun moyen technique envisageable. Leurs emplacements, leurs formes et leurs raisons d'être restent autant d'énigmes. Les messages que certains de ces monuments semblent vouloir véhiculer ne nous sont pas plus compréhensibles. Où sont donc les explications? Chez les théologiens. Des tablettes sumériennes, écrites en langage cunéiforme, représenteraient les premiers textes écrits découverts à ce jour. Traduites, elles expliqueraient que des dieux seraient venus sur notre planète pour y récupérer l'or dont ils avaient besoin. Elles expliqueraient aussi que les dieux se seraient mélangés avec les humains. Elle préciserait également quel aurait été leur rôle dans la création d'une autre humanité vouée à leurs exigences, dans la récupération de l'or. Elle relaterait, en particulier, que les dieux enseignaient la connaissance et la sagesse. D'autres récits historiques, de cette création de notre humanité, seraient rapportés dans d'autres civilisations anciennes. Des écrits des Mayas et aussi des textes égyptiens relateraient que la parole nous aurait été octroyée par des dieux. Des pétroglyphes préhistoriques, considérés comme des symboles gravés dans la pierre, représenteraient des dieux descendants des cieux. Ils auraient été identifiés en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie. Ils témoigneraient à leur façon, de l'impact de ces entités extérieures, sur les sociétés humaines locales, par des apports de connaissances. Qu'en est-il de la conscience humaine dans ces conditions? Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 1. Chapitre 4. Une inconscience sportive. Comment un sportif hors norme peut-il transgresser les règles déontologiques de son sport et de son métier? Une simple arnaque sportive. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Un sportif de haut niveau, professionnel ou amateur, représente souvent, à lui seul, une grande entreprise économique. Autour de lui gravitent des marques, des moyens d'information, des managers, des personnes du corps médical. Il peut gagner et faire gagner beaucoup d'argent. Aussi, l'équipe d'encadrement est-elle parfaitement sélectionnée. Il peut réussir à obtenir des appuis, au plus haut niveau sportif et même politique, d'un pays. Des conflits d'intérêts économiques sont habilement établis, afin d'asseoir la notoriété du sportif et de son équipe. Il se retrouve rapidement, surpuissant, dans tous les sens du terme. L'extravagance des exploits d'un sportif hors norme, l'auréole d'une couronne apparemment indestructible. Alors tout lui apparaît permis. Il peut faire régner la terreur et la loi de l'omerta. Il peut faire imposer le silence, à qui tenterait de démontrer que les exploits obtenus ne semblent pas naturels. Tout l'univers qui gravite autour de lui est parfaitement conscient des soupçons qui entourent ses exploits, mais les complicités sont toutes puissantes.
Il convient également de faire semblant de ne pas voir, de ne pas savoir et surtout de ne rien dire. Il s'agit, avant tout, de conserver en l'état, la poule, aux œufs d'or. Alors les plus hautes instances sportives, du sport considéré, n'hésitent pas à tricher, si nécessaire. Des journalistes trop prévenants sont mis sur liste rouge et simplement écartés du milieu. Le chantage y est également organisé. Toutes les influences sont utilisées jusqu'à la corruption et l'association de malfaiteurs. Les tactiques utilisées sont tout simplement celles utilisées par les groupements mafieux. Il y faut aussi des complicités dans les plus hautes instances sportives nationales et internationales. Jusqu'au jour où avez-vous pris des produits pharmaceutiques, détournés de leur objectif thérapeutique, pour améliorer vos performances sportives? Oui. Mais, pour parvenir à un tel aveu, un rapport de 1000 pages aurait été indispensable, après 6 mois d'investigation. Plusieurs dizaines de témoins ont dû être auditionnés. Il a fallu obtenir et recueillir les dépositions des anciens coéquipiers. Toutefois, aucun complice ne sera inquiété et aucun nom ne sera dévoilé, seulement quelques suspicions. Les responsables des événements sportifs, eux, ne savent pas. Ils ne sont au courant de rien. Seule l'ampleur de chaque événement, par sa médiatisation et ses conséquences en rentabilité pécuniaire, compte. Les intérêts économiques passent avant toute autre considération. Alors, bien évidemment, les responsables prennent le prétexte de l'engouement et de la ferveur des spectateurs et surtout ceux des téléspectateurs. D'énormes montants de transactions sont versés pour pouvoir obtenir les droits de transmission. Sur le plan financier, cet événement sportif est venu confirmer l'excellente santé de l'épreuve sportive, en très forte hausse par rapport à l'édition précédente. À partir de l'avènement du sportif incriminé, le chiffre d'affaires d'un événement aurait connu une progression constante, pour passer de 50 millions d'euros à 77 millions d'euros en 7 ans, soit une rentabilité assurée par ce sportif de plus de 50%. Il est facile de comprendre qu'il puisse y avoir autant de dissimulation. Qu'en est-il de la santé des sportifs? Qui sont les complices? Les performances étaient pourtant considérées comme très inquiétantes, très préoccupantes et particulièrement indécentes. L'annonce de la fin de sa carrière aurait été un soulagement. Le bilan est grave, avec 7 années de règne et de triche, sur l'un des sports les plus populaires au monde. Cependant, ce qui doit passer avant toute autre considération, ce sont les réseaux de vente des marques qui gravitent autour du sport et qui font des marges considérables grâce à lui. Alors toutes les précautions auraient été prises, par tous les membres de l'équipe, qui savaient très bien, qu'il était susceptible, qu'il soit surveillé. Tout était mis en œuvre pour que cette équipe soit la plus rentable possible, dans tous les domaines envisageables, y compris, indirectement, pour celui de la santé. Tout y aurait été organisé d'une façon scientifique et économique. Les complicités étaient internationales, y compris dans le milieu médical qui utilisait des compétences particulières, jusqu'à l'utilisation d'un laboratoire ambulant, avec toutes les précautions d'usage. Un protocole et un suivi quasi scientifique étaient mis en place pour toute l'équipe. Des produits médicamenteux, très efficaces, n'auraient été utilisés qu'avec la certitude d'une impossibilité de leur détection. Ce sont des millions d'euros qui étaient en jeu. Tous les moyens coercitifs étaient mis en œuvre pour pouvoir maintenir le silence, par un fonctionnement mafieux de l'organisation. Où est la responsabilité du sportif, dopé, qui se retrouve face à une machine économique impitoyable? Doit-il rester le seul puni d'un système où les complicités sont multiples? Il s'agit, en fait, d'un modèle qui impose sa loi et où le sportif n'a pas d'autre alternative que de suivre les injonctions sous-jacentes d'un pouvoir économique sans scrupules. Dans le cas contraire, s'il s'y oppose, le sportif n'existera plus. Son sort de sportif de haut niveau rejoindra celui des anonymes. Ses perspectives de carrière seront irrémédiablement anéanties. Pour celui qui oserait révéler les pratiques qu'il a constatées et qu'il désapprouve, celui-là deviendra vite un paria qui a transgressé les règles établies. Les conséquences en seront irrémédiables. Qu'en est-il alors de sa conscience? Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 1. Chapitre 4. Une inconscience collective. Il y aurait des organisations collectives et industrielles coordonnées par des États.
Parce que le sport y montrerait une image positive d'un pays, des systèmes de santé et de régulation du sport y sont particulièrement performants. La corruption faciliterait de telles pratiques. Les dérives sont tellement importantes que le sport de haut niveau serait actuellement considéré comme l'école de la triche. La course aux podiums et de ses valorisations oblige à l'aboutissement de ces dérives. L'aboutissement en serait une médicalisation des performances. On appellerait cela une préparation médicale. Certains médicaments resteraient encore indécelables au contrôle, parce qu'ils permettent une fabrication naturelle, par le corps, d'androgènes et de corticoïdes. La dérive consisterait aussi à passer de la présomption d'innocence, qui est la règle communément admise pour tous les échelons de la société, à une suspicion légitime, qui serait la règle pour le sport de haut niveau. Il est pourtant très simple de démontrer que la corruption, le chantage et les extorsions de fonds sont des pratiques courantes dans le milieu du sport. Les sportifs sont incités à se doper, pour pouvoir monter sur les podiums. Il leur suffit ensuite de reverser une partie des gains obtenus, pour que le silence soit établi. Les fédérations sportives règlent aussi la note, lorsqu'elles sont confrontées à des possibilités d'exclusion. Les pays n'hésitent pas non plus à payer, pour obtenir la réalisation des épreuves sportives les plus valorisantes sur leur sol. La corruption est globalisée. À cause de telles pratiques, les sportifs ne doivent plus seulement être considérés comme des tricheurs mais aussi comme des victimes de pratiques totalement immorales. Mais, qu'est-ce que ces pratiques mafieuses ont à faire avec la morale ? Un athlète de haut niveau est souvent fragilisé psychologiquement et donc très influençable. Aussi, ce qui peut paraître complètement incongru, c'est de retirer les victoires acquises, après une persuasion de dopage. Tous ces sportifs sont soumis au même régime. La collusion de complicité est parfaitement établie pour tout le système. Le mensonge, par omission est la règle généralement admise ainsi que l'hypocrisie. Les enjeux politiques et financiers sont tellement considérables que la dérive vers le crime organisé deviendrait inéluctable. Bien évidemment, ces pratiques ont des conséquences sur la santé des athlètes. À titre d'exemple, les joueurs de football américains auraient une espérance de vie moyenne, qui serait actuellement limitée à 53 ans. Où en est-on de la conscience sportive collective ? Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 1. Chapitre 4. Peut-on vraiment l'envisager ? Le revenu de base inconditionnel pose radicalement la question de l'autodétermination des personnes. Quel travail ferais-tu si tu n'avais plus besoin de gagner ta vie ? De quoi crois-tu être capable, et de quoi les autres ? Le plus. Et si nous avions tous le droit à un revenu de base, sans condition d'accès ni dossier à remplir ? Une idée révolutionnaire qui permettrait aux citoyens de ne plus avoir à s'enrichir pour vivre. Grâce à ce dos de l'État, dont le montant reste encore à fixer, la course à l'argent deviendrait non plus une nécessité, mais un choix, se réjouit Thomas Guénolé. Explication. Le revenu de base est une idée à la fois simple, pacifique, et foncièrement révolutionnaire. Cela revient à changer de société, en bien, sans la bouleverser brutalement, ni tirer un seul coup de feu. 3 façons de mettre en place le revenu universel. Le concept est simple. C'est un revenu. Tout le monde y a droit dans le pays, sans exception. Il n'y a rigoureusement aucune condition d'obtention, si vous vivez sur le territoire, vous y avez droit. Et si vous avez d'autres revenus, par exemple un salaire, vous conservez tout de même ce revenu de base offert par l'État. Cette proposition est tout sauf farfelue. Plusieurs prix Nobel d'économie l'ont défendu sous une forme ou sous une autre, par exemple Friedrich Hayek, Maurice Allais, ou encore James Tobin. Des intellectuels reconnus la défendent à l'heure actuelle, par exemple le philosophe Philippe Van Parijs, professeur à Oxford. En France, l'idée a en outre été portée par des personnalités politiques ayant exercé des responsabilités gouvernementales majeures, par exemple Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, ou Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie. En fonction du porteur de la proposition qui s'exprime, le revenu mensuel brut de base peut aller de 400 € par mois à 850 pour les plus généreux. Quant à son financement, quelle que soit la créativité des partisans de l'idée, l'on revient toujours à 3 grandes options possibles. 1.
La planche à billets, notamment proposée par l'économiste britannique Anatole Kaleski. Son argument central est que cela revient à utiliser la création monétaire non pas au profit du système bancaire, mais directement au profit de tous les consommateurs, ce qui serait plus efficace pour relancer la consommation. 2. Un impôt de redistribution est la piste proposée, notamment, par le think tank irlandais Social Justice Ireland. 3. Lorsque le pays dispose d'un bien commun qui génère des profits, il est également possible de financer le revenu de base grâce à cette rente. C'est le système qu'a mis en place l'Alaska sur sa rente pétrolière. C'est également ce que proposait feu l'ambassadeur des Nations Unies en Irak Sergio Vieira de Mello pour pacifier le pays, en offrant à tous un revenu de base sur rente pétrolière. Courir après l'argent deviendrait un choix. En supposant logiquement qu'il se substituerait aux aides sociales sous les conditions qui existent actuellement, les conséquences en France de l'apparition d'un revenu de base seraient colossales. Elles ont été bien résumées par le mouvement français pour un revenu de base. La subsistance garantie pour tout le monde, en particulier les pauvres, les artistes, les indépendants, les associatifs et les jeunes qui démarrent. La disparition du problème de sous-réclamation du RSA, puisque nul dossier ne serait à constituer, alors qu'aujourd'hui un tiers des ménages qui y ont droit ne le revendiquent pas pour cause de complexité des démarches. Le montant étant identique pour tous sans condition, la fin du problème de trop perçu des aides sociales actuelles. La fin des fraudes et des triches d'allocataires, le revenu étant inconditionnel. La fin de l'effet de désincitation au travail des aides sociales, les trappes à chômage, puisque nul ne perdrait son revenu de base en trouvant un emploi. Une énorme simplification du système français d'aide sociale, en l'absence de tout dossier à remplir et de tout contrôle d'usager à effectuer. Surtout, plus fondamentalement, instaurer le revenu de base offert à tous sans condition opérerait sur le pays un profond changement de société. En effet, courir après l'argent deviendrait un choix et non plus une question de survie. Non, on ne s'arrêtera pas tous de travailler. Il faut songer qu'une portion significative de la population, avec ce système, choisirait de se contenter du revenu de base pour faire des choses gratuites à forte utilité sociale, du bénévolat, des activités artistiques, etc. Pour autant, il est inutile de craindre, comme c'est souvent le cas lorsque l'on entend parler pour la première fois de cette idée, que tout le monde s'arrêterait de travailler. En Alaska, le revenu de base existe depuis 1976 et n'a pas entraîné la disparition du travail, ni même une baisse brutale du taux d'activité. Au Canada, le programme Income a servi à tester le revenu de base entre 1970 à 1974. L'évaluation scientifique réalisée a posteriori a abouti à des conclusions enthousiasmantes, aucune baisse brutale du taux d'activité, ainsi qu'une baisse significative de la délinquance et des hospitalisations. Indubitablement, instaurer le revenu de base universel en France suppose un saut mental dans nos représentations collectives du rapport au travail et à l'épanouissement individuel. En revanche, il n'existe ni difficulté technique ni impossibilité de financement pour s'opposer à sa mise en place. Le revenu de base, un filet de sécurité pour la vie. Tel est le thème de la 8e édition de la Semaine du revenu de base, célébrée par des organisations citoyennes dans 25 pays du 14 au 21 septembre. En France, les groupes locaux du Mouvement français pour le revenu de base, MFRB, organisent de nombreux événements. Communiqué de presse du 14 septembre 2015, Paris. Cette année, la Semaine internationale du revenu de base devrait connaître une participation record, reflétant la revendication croissante dans la population d'un revenu de base inconditionnel. Sur les 5 continents, des citoyens de 25 pays organisent des événements de promotion du revenu de base inconditionnel du 14 au 21 septembre. En France, le MFRB coordonne les dizaines d'événements populaires organisés partout dans le pays. Les rendez-vous sont variés. Projections de documentaires, débats publics, repas partagés, stands, passages dans les médias, articles, expositions. Une idée historique qui prend de plus en plus de sens. Bien qu'il soit une idée ancienne dont les racines remontent au XVe siècle, le revenu de base a pris une place plus importante dans le débat public ces dernières années. Augmentation des inégalités de revenus et de ressources aussi bien entre les pays qu'au sein des États,
précarisation de l'emploi dans tous les secteurs, dégradation des systèmes de protection sociale, automatisation des emplois, déplacement de populations réfugiées comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, sans parler des milliards d'euros alloués aux banques depuis 2008. Tout ceci contribue à faire du revenu de base une revendication forte dans notre 21e siècle. Le revenu de base inconditionnel, ou revenu de base universel, revenu de base garanti, revenu citoyen, revenu d'existence, dividende sociale, connaît une intense année 2015. En Finlande, la plupart des partis politiques défendent l'idée et depuis les élections du printemps, d'importants progrès ont été faits en vue d'expérimentation. Le revenu de base est soutenu par le Conseil général de l'Association médicale canadienne et plusieurs villes et provinces réfléchissent sérieusement au revenu de base comme moyen de réformer leur système complexe de protection sociale. Aux Pays-Bas, plusieurs villes cherchent à faire des expérimentations. En Namibie, Efani Akamita, défenseur du revenu de base, qui fut impliqué dans l'expérimentation fructueuse en 2008 à 2009, a été nommé ministre à l'éradication de la pauvreté et à la protection sociale. Il a déjà lancé des travaux en vue de verser un revenu de base aux jeunes et aux aînés. Tous les militants du revenu de base ont les yeux tournés vers la Suisse où un référendum aura lieu sur le sujet en 2016. Lorsque les Suisses ont obtenu en octobre 2013 la tenue de ce référendum, ils ont fait la une de nombreux journaux en déversant devant le palais fédéral 8 millions de pièces de monnaie, représentant la population helvétique. La Semaine internationale du revenu de base a été créée en 2008 en Allemagne, Suisse et Autriche. Parmi les succès des éditions précédentes, la tenue d'une conférence en 2009 avait débouché sur l'initiative citoyenne européenne en 2013, où plus de 300 000 signatures ont été récoltées dans les 25 pays membres. Ce qui a conduit à la formation du BI Europe, un réseau d'individus et d'organisations des 28 pays de l'Union européenne pour œuvrer à la formalisation du revenu de base comme droit humain sur notre continent. Cette organisation a pris en charge cette année la coordination de la Semaine internationale du revenu de base. En Espagne, un mouvement citoyen a lancé une initiative législative populaire pour que soit débattu au Parlement national un revenu de base d'environ 600 € versé en priorité aux personnes sans revenu ni prestations sociales, et devant par la suite être étendu comme droit universel à tous les citoyens. Après la Suisse et l'Union européenne, une autre initiative législative de citoyens a été déposée en faveur du revenu de base. Mercredi 15 janvier, lendemain de la clôture de l'initiative européenne, un collectif de citoyens, le Mouvement contre le chômage et la précarité, a remis au Parlement espagnol une initiative législative populaire, ILP, pour que soit débattu afin d'adoption un texte législatif visant à introduire dans toute l'Espagne un droit, individuel, universel et inconditionnel à recevoir un revenu périodique, pour tous les citoyens afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins de base. Le montant de ce revenu devrait être indexé sur le seuil de pauvreté, il s'élèverait aujourd'hui à 645,33 € mensuels. Une application prévue en 2 temps. Dans une première phase, dès l'entrée en vigueur de la loi, le revenu de base devrait être en priorité destiné aux personnes les plus précaires, celles qui ne reçoivent ni d'allocation chômage ni d'autres revenus. Quant à celles qui reçoivent des revenus, salaires, prestations, qui sont inférieures au seuil de pauvreté, elles devraient toucher également un complément leur permettant d'atteindre le seuil du montant minimum fixé. Dans une seconde phase, ce revenu de base devrait être étendu comme droit universel au reste des citoyens. Une disposition additionnelle de l'initiative législative explique aussi que les pouvoirs publics devront promouvoir l'instauration d'un revenu de base de ce type dans toute la zone de l'Union européenne. L'ILP, un parcours d'obstacles parlementaires. L'ILP qui vient d'être déposé au bureau du Congrès espagnol par un comité de parrainage doit attendre entre une dizaine de jours et un mois pour que l'institution statue et dise si l'initiative législative est recevable ou non. Si celle-ci est validée, pour qu'elle puisse être discutée au Parlement, le comité de parrainage aurait alors 9 mois pour réunir 500 000 signatures, 1,26% de la population espagnole. De la lutte contre l'austérité au revenu de base. Le mouvement contre le chômage et la précarité s'est constitué en juillet 2013 à partir de plusieurs collectifs luttant contre l'aggravation de la pauvreté et les politiques menées par le gouvernement espagnol. En effet, cette mesure est lancée dans un contexte économique toujours difficile pour le pays.
Les initiateurs de l'ILP dénoncent à ce propos dans leur texte, une augmentation de la pauvreté et une marginalisation sociale, alors que dans le même temps, les pouvoirs publics renflouent les banques, sans pouvoir faire face à une situation d'urgence sociale généralisée. La mesure qui est proposée n'est selon eux, ni une aumône, ni une prestation d'assistance, ni un salaire des pauvres, mais un instrument effectif d'éradication de la pauvreté, de répartition de la richesse et de distribution des revenus. Déjà, en Espagne, à l'échelon régional, en Catalogne et en Estrémadure, des citoyens avaient défendu un revenu de base face à leurs dirigeants. Mais c'est la première fois qu'une initiative citoyenne autour du revenu de base est lancée à l'échelon national. Le 27 septembre 2012, le RED Renta Básica, réseau espagnol pour le revenu de base, lançait une initiative législative populaire visant à soutenir les RMistes. Un grand pas vers la mise en place d'un revenu de base universel. Traduction d'un article paru initialement le 27 septembre 2012 sur RED Renta Básica, en espagnol. En Catalogne, l'initiative législative populaire, ILP, pour un revenu garanti de citoyenneté, RGC, est déjà en phase de présentation devant un groupe de juristes. La récolte des signatures pourra débuter dans les 4 mois suivant l'approbation du texte par le Parlement catalan. Les organisations syndicales et les collectifs qui offrent leur soutien à l'ILP devront fournir un effort important afin de recueillir plus de 50 000 signatures valides. Il faut rappeler que cette ILP est le fruit d'un travail de plusieurs mois visant à répondre aux nombreuses déficiences du revenu minimum d'insertion, RMI. D'un montant de 412 €, bien en dessous du seuil de pauvreté, il a été introduit par le gouvernement de Mas à l'été 2011. Le RMI cesse d'être un droit subjectif et il est calculé en fonction du budget. Il ne s'actualise pas en fonction de l'IPC, ne peut excéder le SMI et ne peut être perçu que pendant une période de 5 ans maximum. Les personnes qui présentent, seulement, une problématique de perte d'emploi et ne montrent aucune difficulté sociale ajoutée, SIC, sont mises de côté. Elles doivent en outre avoir passé 1 à 2 années consécutives dans la même résidence pour le percevoir. Enfin, le RMI a été intégré en l'état dans la loi de mesures fiscales et financières approuvée pendant la session parlementaire du 14 mars 2012, malgré les protestations des organismes sociaux, des services sociaux, des syndicats et d'autres agences. Les multiples échecs du RMI. Depuis l'été 2011, il n'a pas non plus amélioré les situations de chômage, de pauvreté et d'exclusion sociale. 25% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Près de 32% des familles catalanes ont du mal à boucler les fins de mois et des dizaines de milliers de personnes n'ont pas de quoi vivre. Le nombre de personnes vivant dans la rue, sous les porches, et près des distributeurs de billets a augmenté de 32% et 40 personnes sans logement sont mortes dans la rue l'été dernier, âgées en moyenne de 58 ans. C'est pour ces raisons et bien d'autres que l'ILP pour un revenu garanti de citoyenneté est d'une grande importance en cette période. Le RED Renta Básica a été présent depuis ses débuts dans son élaboration. En attendant la mise en place d'un revenu de base universel, comme le défend notre association, nous croyons que cette ILP est nécessaire dans ces moments de grave dépression économique. La proposition améliore considérablement le RMI que le gouvernement catalan a mis de côté. Le RGC est nettement supérieur aux RMI existants dans les diverses communautés autonomes. C'est un droit subjectif et non arbitraire puisqu'il est équivalent au revenu de suffisance en Catalogne, environ 600 €, mais aussi parce qu'il est perçu aussi longtemps que la personne n'a pas de revenu. Une initiative législative populaire, ILP, lancée en Catalogne pourrait aboutir à une loi établissant un revenu garanti de citoyenneté. Ce revenu garanti de citoyenneté permettrait à toute personne en situation de pauvreté d'avoir les ressources suffisantes pour vivre dans la dignité. Une mesure qui n'est pas très éloignée du RSA français, mais qui dans le contexte actuel espagnol de démantèlement des droits sociaux, devient un enjeu de taille. Un article du site RED Renta Básica, le réseau national espagnol pour un revenu de base, explique pourquoi la réaffirmation de ce droit qui est fondamental ne doit pas faire oublier que le revenu de base reste la solution la plus efficace pour lutter contre la crise. C'est parti. Dans environ une semaine, les premières signatures en faveur du revenu garanti de citoyenneté, RGC, pourront être recueillies en Catalogne.
Selon les principes de l'initiative législative populaire, le mouvement composé de plusieurs associations, syndicats et partis politiques qui soutiennent le RGC aura 4 mois pour réunir au moins 50 000 signatures afin que le projet aboutisse à l'examen d'une proposition de loi au Parlement régional catalan. Une mesure de résistance face à l'austérité. Pour les deux auteurs, Daniel et Sergi Ravanto, le revenu garanti de citoyenneté est une mesure nécessaire de résistance face aux coupes budgétaires dans les services sanitaires et sociaux qui ont été prises dans le cadre de la politique d'austérité menée par Artur Mas, l'actuel chef du gouvernement régional catalan. À l'été 2011, celui-ci a durci les conditions pour obtenir le revenu minimum d'insertion catalan. Désormais, en plus du rallongement de la période de travail exigée, les délais d'étude des dossiers pour l'obtenir sont plus longs. Son montant a également été revu à la baisse et on ne peut plus le toucher après 5 années. Enfin, une loi précise que son financement dépend désormais des disponibilités budgétaires. Les auteurs expliquent que dans le contexte d'appauvrissement généralisé du pays, 27% des Espagnols sont en situation de pauvreté et d'exclusion sociale, ces restrictions ne sont pas sans conséquences. Au premier trimestre 2012, plus de 530 000 personnes vivant en Catalogne n'ont d'ailleurs perçu aucune allocation. Le revenu garanti de citoyenneté permettrait de sanctuariser le droit à un revenu minimum. Le mouvement pour le RGC veut protéger le droit à un revenu minimum qui est aujourd'hui menacé par les politiques d'austérité. Pour cela, il s'appuie sur un article des institutions catalanes qui déclare que « les personnes ou les familles qui vivent dans la pauvreté ont le droit d'accéder à un revenu garanti de citoyenneté qui doit leur assurer le minimum pour une vie décente, conformément aux conditions fixées par la loi ». Le montant du RGC est indexé sur le revenu suffisant catalan, un indicateur calculé chaque année dans le projet de loi de finances de la région catalane. Il s'élèverait aujourd'hui à 664 € par personne et par mois. Les autres personnes du foyer percevraient 70% de ce montant, soit environ 465 €. Des sommes relativement importantes si on les compare au salaire minimum à 640 € et au RMI à 410 €. Mais, le RGC n'est pas un revenu de base inconditionnel. Pour prétendre au RGC proposé par l'initiative, il faut répondre à certains critères. Outre le fait d'être majeur et de vivre légalement en Catalogne, il faut pour pouvoir en bénéficier prouver que l'on est en situation de pauvreté et renouveler sa demande tous les 2 ans. Il faut aussi se tenir à disposition des contrôles de l'administration pour éviter que son droit au RGC ne soit suspendu. Autrement dit, le critère de l'inconditionnalité cher aux partisans du revenu de base n'est pas respecté. Les auteurs de l'article rappellent, en particulier à leurs alliés qui soutiennent l'initiative populaire, tout ce qui fait la valeur ajoutée du revenu de base qui est une proposition plus appropriée que le RGC pour lutter contre la grande pauvreté. Puisqu'il est versé à tous sans condition, il permet de soutenir les personnes avant qu'elles ne sombrent dans les situations financières les plus graves. Il évite aussi les stigmatisations et les dégâts psychologiques causés par la dégradation de l'emploi. Il diminue les risques pour les artistes, les petits entrepreneurs et les coopératives. La possibilité de le cumuler avec une activité limite aussi les trappes à pauvreté. Il est en fait l'instrument le plus efficace pour garantir à tous les citoyens et les résidents légaux l'existence matérielle. Une importante mobilisation sociale défendant une initiative législative populaire, ILP, pour un revenu de base a conduit le Parlement de la région autonome d'Estrémadure à la préparation d'un projet de loi sur la question. Mais le projet, dans sa version actuelle, est vivement critiqué par les porteurs de l'initiative, la gauche et les syndicats, car il dénature les principes mêmes du revenu de base. En 2012, une initiative législative populaire, ILP, pour un revenu de base était lancée par une plateforme citoyenne en Estrémadure. Son but était de réunir 45 000 signatures pour présenter une proposition de loi visant à l'instauration dans la région autonome espagnole d'un droit individuel, universel et inconditionnel, à un revenu de base, fixé temporairement à 600 €. De l'initiative législative populaire au projet de loi. À l'issue de ce processus, la plateforme citoyenne a recueilli 26 386 signatures et n'a donc pas pu présenter légalement sa proposition devant le Parlement autonome. Cependant, elle a considéré à juste titre avoir reçu une adhésion populaire suffisante pour que les politiques débattent malgré tout de la proposition.
Le vendredi 11 janvier 2013, une rencontre est organisée entre les représentants de la plateforme citoyenne et ceux des différents groupes parlementaires d'Estrémadure, y compris ceux du groupe PP, droite, qui détient la majorité. 3 jours plus tard, un premier jet du projet de loi pour un revenu de base d'Estrémadure est déposé au bureau de l'Assemblée. Le 2 avril, un projet de loi est inscrit au bulletin officiel de l'Assemblée régionale. La rapidité avec laquelle a été déposé ce projet pousse la plateforme citoyenne à y voir des manœuvres du gouvernement PP pour éviter l'implantation dans la communauté autonome d'un authentique revenu de base. Les principes du revenu de base mis à mal par le nouveau projet de loi. Selon le projet de loi, le montant de ce revenu de base pourrait varier entre 372 € et 692 €. Il est fixé à 70% de l'IPREM, un indicateur public utilisé pour calculer le montant des aides sociales de l'État espagnol qui s'élève aujourd'hui à environ 532 €. Il est prévu qu'un revenu supplémentaire équivalent à 10% de l'IPREM soit aussi versé à chaque autre membre du foyer familial. Ce nouveau revenu serait compatible, selon le texte, avec les prestations publiques des autres administrations, mais aussi avec un salaire inférieur au montant qui correspond à cette aide. Un bénéficiaire peut donc cumuler son revenu avec un salaire de moins de 300 ou 600 €, le projet de loi n'est pas clair là-dessus. La mesure, si elle est adoptée, pourrait ainsi favoriser des mini-jobs mal payés comme ceux qui se sont développés en Allemagne ces dernières années. Ce revenu n'est donc pas selon la vision traditionnelle du revenu de base cumulable avec n'importe quel salaire. Pour pouvoir bénéficier de ce revenu, il faut par ailleurs répondre à de nombreux critères, avoir 25 ans sauf dans certains cas, ne pas refuser d'offres de travail selon les conditions fixées par l'administration, ne pas quitter la région pendant plus de 15 jours, justifier d'au moins 4 ans de résidence, scolariser les mineurs du foyer et comble du contrôle social, ne pas pratiquer la mendicité. Ce revenu est donc loin d'être inconditionnel. La version actuelle du texte de loi est durement critiquée. De son côté, la plateforme citoyenne a publié un communiqué, pour dire non à l'humiliant projet de loi du PP, et appelle à la mobilisation. Suite aux protestations de ce collectif de citoyens qui avait défendu l'ILP, les partis d'opposition et les syndicats ont eux aussi critiqué le projet de loi. Julian Queretero, secrétaire du CCOO, un syndicat de défense des travailleurs, des chômeurs, des jeunes et des immigrés affirme lui son rejet absolu du projet et appelle même à manifester. Selon lui, les 13 millions prévus pour financer le projet sont très en deçà des besoins de la population et permettraient de ne venir en aide qu'à 5 000 personnes sur les 65 000 qui sont actuellement dans le besoin. Il dénonce aussi le contrôle bureaucratique exercé sur les plus pauvres. Le Parti pirate d'Estrémadure, dans une analyse publiée sur son blog, affirme que le projet de loi pervertit le concept de revenu de base. Les pirates rappellent notamment que si le projet est adopté tel quel, il remplacera les aises, le système d'aides actuel. Or les aises peuvent être perçues dès 18 ans et pour pouvoir en bénéficier il ne faut justifier que d'une année de résidence. Enfin, le montant distribué dans le cadre des aises est 5% plus élevé que celui du projet de loi. Les autres partis cherchent à amender le projet de loi. Izquierda Unida, IU, la gauche radicale, après des hésitations, souhaite de son côté que le revenu de base d'Estrémadure devienne un droit individuel, que l'administration se doit de financer en fonction du nombre des bénéficiaires potentiels. Le Parti socialiste espagnol, PSOE, réclame lui, un plancher minimum équivalent à 1% du PIB régional pour pouvoir financer le projet. Un risque d'instrumentalisation politique du revenu de base. La dénaturation des principes du revenu de base par ce projet de loi montre la possible instrumentalisation politique du revenu de base qui peut notamment se faire au détriment de ceux qui sont dans le besoin. Mais n'éludons pas le point positif de cette affaire. Dans cette région d'Espagne, un mouvement populaire a donc permis au revenu de base de faire irruption sur la scène politique et de gagner en notoriété. Si le projet de loi actuel était amendé pour corriger ces défauts, il pourrait alors déboucher sur une amélioration des aides sociales dans la région. Au final, le combat politique qui se joue actuellement en Estrémadure rappelle à quel point il est nécessaire de défendre le revenu de base en tant que droit inaliénable, inconditionnel et donc cumulable avec d'autres revenus.
Des citoyens de plus de 15 pays d'Europe viennent de lancer une campagne commune via le premier dispositif de démocratie participative internationale, l'Initiative citoyenne européenne, ICE. Le but de cette initiative est d'interpeller les institutions européennes sur la mise en œuvre d'un revenu de base inconditionnel pour tous les citoyens de l'Union. 5 ans après le début de la crise, l'idée d'un revenu de base est en train d'émerger comme une nouvelle revendication sociale en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde. L'idée consiste en l'octroi d'un revenu de base pour tous, sans condition de travail, de situation ou de richesse. Contrairement aux dispositifs existants tels que le revenu de solidarité active, le revenu de base est cumulable avec d'autres revenus. L'idée directrice est de lutter contre les inégalités, de mieux partager le travail, mais également de simplifier le système actuel en faisant des économies dans les budgets des administrations publiques. Les organisateurs de l'ICE invitent tous les citoyens français à s'intéresser au sujet et à soutenir la pétition Revenu de base inconditionnel. Explorer une voie vers des conditions émancipatrices dans l'UE en signant le formulaire officiel de la Commission. En France, cette campagne est soutenue et propulsée par le Mouvement français pour un revenu de base, association créée en mars 2013. De nombreux groupes locaux, dont les coordonnées sont disponibles sur le site, accompagnent l'initiative au plus proche des citoyens français. Stanislas Jourdan, l'un des initiateurs de cette initiative et coordinateur du Mouvement français pour un revenu de base souligne, l'idée est avant tout de lancer un vaste débat public autour du revenu de base et de toutes les questions que cette idée suscite sur notre rapport au travail, à l'argent, au temps, et à notre citoyenneté. Les organisateurs de l'initiative ont jusqu'au 14 janvier 2014 pour récolter 1 million de signatures, tout en atteignant un quota minimal dans au moins 7 pays de l'UE. Si l'initiative obtient le succès escompté, la Commission européenne devra formellement examiner la demande citoyenne et offrir aux organisateurs une audience devant le Parlement européen. Dès 2014, chaque monégasque touchera un revenu de base inconditionnel de 1 000 €. La mesure, annoncée le lundi 1er avril par le prince Albert, a surpris les commentateurs européens. La bonne nouvelle du jour nous vient de Monaco. Le prince Albert a en effet annoncé lundi matin que la principauté avait décidé de verser un revenu inconditionnel d'un montant de 1 000 € à chaque monégasque dès 2014, sans condition de revenus ou d'emploi. Nos sociétés n'ont jamais été aussi riches, il me paraît donc essentiel et légitime de garantir à chacun la possibilité de vivre dignement, a-t-il justifié. Alors que la plupart des États européens sont occupés à réduire leurs dépenses afin de concorder avec les objectifs budgétaires fixés par l'Union européenne, l'annonce monégasque peut surprendre. D'autant que la principauté n'est pas l'endroit où l'urgence sociale est la plus forte. Avec un chômage quasi inexistant et un PIB par habitant parmi les plus élevés au monde, le niveau de vie des habitants du Rocher pourrait laisser penser que cette mesure n'était pas nécessaire. Un argument que conteste le prince Albert. Ce n'est pas parce que les monégasques vivent bien qu'il faut renoncer à toute amélioration de notre modèle social. D'ailleurs, je vois autant le revenu de base comme un impact culturel que comme un moyen de lutter contre la misère. En faisant du droit au revenu un nouveau droit humain, le revenu de base est susceptible de créer une impulsion culturelle énorme. Il permettra à chacun de repenser son rapport au travail et favorisera le développement et la revalorisation d'activités non salariées. Peut-être que certains décideront de moins travailler et de consacrer plus de temps à leur passion, leurs projets professionnels ou personnels, de s'investir dans une cause ou s'intéresser à la politique. Une question de volonté politique. En conférence de presse sur le petit port de pêche de la Principauté, le prince Albert en a profité pour inviter ses confrères européens à se saisir de l'idée « L'Europe compte 80 millions de pauvres et rares sont les pays où le chômage n'est pas un problème ». Il est temps pour les dirigeants de prendre conscience que les gains de productivité réalisés ces dernières années rendent le plein emploi aussi superflu qu'inatteignable. Le revenu de base assurera donc la subsistance de ceux qui sont mécaniquement écartés du marché de l'emploi tout en les encourageant à créer de la richesse, matérielle ou sociale, hors du travail salarié. Interrogé par un confrère sur le financement de la mesure, il a indiqué que ses équipes réfléchissaient aux meilleurs choix possibles. Le revenu de base est tout à fait finançable, c'est juste une question de volonté politique, a-t-il assuré. Plusieurs voies sont explorées dont celle d'une hausse de la TVA ou de la taxe sur les hauts revenus.
La mise en place d'une taxe carbone ou d'une taxe sur les transactions financières est également envisagée, tout comme un financement par création monétaire. Aucune piste n'est à écarter, a-t-il détaillé. Reste à espérer que la décision monégasque inspire les dirigeants européens. Les Suisses n'en finissent pas de nous épater. Alors qu'il y a un an, peu croyaient en cette initiative, le mouvement suisse pour le revenu de base est en train de prendre de l'élan. Stanislas Jourdan, qui était sur place la semaine dernière, nous raconte. La presse francophone est désormais unanime, avec plus de 110 000 signatures à 4 mois avant la fin de la campagne, l'initiative fédérale est sur le point d'aboutir. Selon la Constitution suisse, il faut en effet 100 000 signatures pour qu'une initiative citoyenne aboutisse, déclenchant alors une votation sur le projet de loi proposé par les initiants, bâlois et zurichois il y a un an. Mais les représentants du bien suisse, qui s'est rallié aux efforts de leurs concitoyens germanophones pour organiser la récolte en Suisse romande, ne cessent de le répéter, l'ambition est maintenant d'obtenir plus de 130 000 signatures d'ici début août, afin de se couvrir du risque qu'un certain nombre de signatures ne soient pas validées par les autorités communales, en raison de doublons et autres données non conformes. Un référendum d'ici 2 ans. Si cet objectif est atteint, alors le gouvernement soumettra le projet de loi à une votation populaire, c'est-à-dire un référendum où chaque électeur suisse sera invité à s'exprimer sur l'idée du revenu de base. En général, cette votation est organisée entre 1 et 4 années après que les autorités nationales aient officiellement reconnu le succès de l'initiative. Mais rien ne presse, précise Ralph Kendi, membre du comité du bien suisse, car si la votation intervient trop tôt, cela réduit aussi le temps nécessaire à ce que le peuple soit informé et fasse son propre jugement. En fait, le Conseil fédéral et le Parlement sont susceptibles d'accélérer le processus afin de prendre de court les initiants, sans nous laisser le temps nécessaire de préparer la coûteuse campagne précédant la votation, explique-t-il avant de relativiser. D'un autre côté, écourter ce délai leur fait courir le risque qu'on surfe sur le capital sympathie de l'initiative Mindé. Mindé, c'est le surnom d'une autre initiative contre les rémunérations abusives qui vient d'être couronnée de succès lors d'une récente votation. Autre danger pour le revenu de base, la chancellerie de la Confédération a également la possibilité de soumettre un contre-projet, lui aussi soumis à votation populaire. Cette contre-proposition est souvent moins radicale que celle des initiants, si bien que, dans les rangs des activistes du revenu de base, on l'imagine déjà proposer un faux revenu de base, soumis à conditions, avec un montant au rabais. À propos de montant justement, précisons que les 2500 francs mis en avant par les activistes suisses ne figurent pas dans le texte officiel de l'initiative, qui se contente de tenter d'inscrire le principe du revenu de base dans la Constitution suisse, comme c'est déjà le cas au Brésil. Le succès de l'initiative n'indique en rien que les Suisses plébisciteront la proposition de revenu de base. Il faut en effet rappeler que si les Suisses ont récemment accepté l'initiative Mindé, ils en ont aussi rejeté une autre pour une augmentation des congés payés. À l'inverse de la plupart des autres initiatives fédérales, l'initiative pour un revenu de base inconditionnel n'a obtenu jusque-là qu'un faible soutien des syndicats et des partis politiques suisses. À l'exception notable du syndicat SINA, des Verts vaudois et valaisans et des Jeunes Verts, plusieurs syndicats se sont exprimés ouvertement contre le revenu de base, dénonçant une prime à la paresse, ou encore une hypothétique baisse des salaires en cas d'instauration du revenu de base. Mireille Zaki, célèbre journaliste économique très critique à l'égard de la finance, dénonce quant à elle un projet démagogique qui crée une mentalité de rentier. Ces critiques vont-elles dissuader le peuple suisse de voter pour le revenu de base? Malheureusement, les initiants pourraient avoir raison trop tôt, craint Didier Berbra, conseiller aux États neuchâtelois interrogé dans un reportage diffusé par la télévision Alpha Canal. Pourtant, on sous-estime certainement l'impact d'or et déjà acquis par ce succès, s'il se confirme. Une première mondiale. Car, quel que soit le résultat du vote, l'organisation d'une votation constitue en elle-même un événement historique majeur. Pour la première fois, un peuple de 8 millions d'habitants va s'exprimer directement à ce sujet, ce qui ne serait ni plus ni moins qu'une première mondiale pour cette idée vieille de plus de 2 siècles. Concrètement, cela signifie aussi que tous les citoyens en âge de voter recevront dans leur boîte aux lettres des documents informatifs sur le revenu de base, en amont de la votation. Cela signifie aussi que tous les partis politiques devront prendre position vis-à-vis de l'initiative.
Et ce n'est pas tout, le regard des médias sur le revenu de base a fortement changé depuis que nous avons passé la barre des 100 000, constate Anne-Béatrice Duparc, membre du comité du bien suisse. Pour preuve, cette une du journal de gauche Le Courrier, qui titrait lundi dernier, le revenu de base s'est imposé dans le débat. Maintenant, on nous prend au sérieux, résume Anne-Béatrice. Tous les Suisses ont désormais l'occasion de réfléchir au fait que le droit à l'existence n'est pas forcément lié à une activité salariée. En soi, c'est déjà une réussite pour notre initiative. Certes, une bonne partie de la gauche reste à convaincre, mais les soutiens continuent malgré tout d'affluer. Ainsi, M. Guy Mettan, représentant du parti de centre-droite PDC, a exprimé son soutien à l'initiative lors d'une conférence à Genève en présence de Philippe Van Parige, l'un des avocats majeurs de cette cause, et devant un public convaincu. De bon augure pour l'initiative citoyenne européenne. Le succès de l'initiative est-il de bon augure pour l'initiative citoyenne européenne qui est actuellement en cours dans l'Union européenne? Hélas, nous avons encore beaucoup à apprendre, non pas sur le revenu de base, mais plutôt sur la démocratie. C'est en fait plus facile en Suisse, car ici, signer et faire signer une initiative est un sport national, explique Ralph Kendi, l'un des champions reconnus dans la discipline. Et puis, comme les Suisses ne peuvent pas signer par voie électronique, cela force les initiants à aller dans la rue pour récolter des signatures sur des formulaires papier, créant au passage une vraie visibilité auprès des passants. L'expérience de l'initiative citoyenne européenne montre à ce stade que récolter les signatures est plus difficile qu'en Suisse, car les gens ne sont pas habitués à ce genre de procédure. Beaucoup pensent signer une simple pétition et manifestent donc leur inquiétude au moment de fournir un numéro d'identité. Comme le dispositif de l'initiative citoyenne européenne n'est pas connu du grand public, nous devons parallèlement expliquer le principe du revenu de base et celui de l'initiative citoyenne européenne. Quoi qu'il en soit, ces difficultés ne doivent pas nous décourager, car s'il y a bien une leçon à retenir de ce qui se passe aujourd'hui en Suisse, c'est qu'un groupe de citoyens, aussi petit soit-il, peut accomplir de très grandes choses, s'il ose en relever le défi. En pleine campagne pour la récolte de 100 000 signatures, le réseau suisse francophone pour le revenu de base est fort occupé. Anne-Béatrice Duparc, Ralph et Bernard Kendi ont tout de même eu la gentillesse de répondre à nos questions. Ils nous racontent le déroulement de l'initiative populaire et les perspectives que cela leur a ouvertes depuis son lancement. Tout d'abord, pouvez-vous nous raconter un peu le contexte suisse vis-à-vis du revenu de base? Par qui est-il historiquement défendu? Et depuis quand le bien suisse existe-t-il? Bernard Kendi, on parle d'allocation universelle puis de revenu de base inconditionnel en Suisse romande depuis la fin du siècle dernier, notamment à Genève, siège de l'Organisation internationale du travail, où l'association Bien Suisse est fondée en 2001. En 2006, à Bâle, est créé un réseau suisse alémanique indépendant, l'initiative Grundeinkommen, initiative pour un revenu de base, en allemand, qui se développera avant tout dans sa propre région linguistique, la plus importante du pays. Plus généralement, en Suisse, le débat autour du revenu de base est influencé d'une part par les travaux de Philippe Van Parige à l'Université de Louvain, fondateur du réseau Bien, ainsi que par l'humaniste Gerd Werner, entrepreneur et professeur de management, à l'Université de Karlsruhe. En avril dernier, vous avez lancé une initiative pour le revenu de base en Suisse, pouvez-vous nous rappeler l'origine de cette initiative? Que pouvez-vous en obtenir? Bernard Kendi, l'initiative populaire pour un revenu de base inconditionnel a été lancée par un groupe de personnes issues de la société civile. Elle est soutenue en Suisse romande par Bien Suisse et en Suisse allemande par le réseau germanophone, qui a des liens forts avec le mouvement allemand en faveur du revenu de base. En Suisse, l'initiative populaire est une institution de la démocratie directe. Au niveau fédéral, une initiative populaire doit réunir 100 000 signatures dans un délai de 18 mois, sur une proposition d'amendement de la Constitution fédérale, pour aboutir. Dans ce cas, le Parlement et le gouvernement doivent entrer en matière sur la proposition, prendre position et éventuellement proposer un contre-projet. À la fin de la procédure, qui dure de 2 à 3 ans, le texte de l'initiative ainsi que, le cas échéant, le contre-projet gouvernemental font l'objet d'une votation populaire au suffrage universel. Ralph Kendi, rien que le lancement de l'initiative, c'est déjà une réussite en soi.
Celle-ci nous permet pour la première fois de parler du revenu de base comme d'un projet concret, un avenir possible. Cela démontre aussi qu'il y a un groupe de personnes prêtes à se mobiliser pour porter cette idée dans tout le pays. Le projet que nous portons propose un changement radical de société. Quelle que soit la réussite de cette initiative fédérale, elle sera une étape historique dans ce changement. Nous sommes fin décembre 2012, soit près de 9 mois après le lancement de l'initiative. Où en êtes-vous aujourd'hui? Bernard, à l'heure où nous donnons cette interview, nous avons obtenu quelques 53 000 signatures de citoyens suisses, soit environ la moitié. Mais pour être certain de réussir, nous devons viser 120 000 signatures, car l'expérience montre qu'il y a toujours environ 10% de déchets lors de la vérification des signatures par les communes. Bernard, nous n'avons ni l'expérience ni ne disposons de l'infrastructure et des moyens financiers utilisés par les partis politiques ou organisations professionnelles dans ce genre de procédure. Néanmoins, nous sommes confiants de pouvoir arriver au nombre voulu dans les délais. Anne-Béatrice, nous allons régulièrement récolter dans la rue et sommes un nombre croissant de récolteurs à nous engager, parce que nous croyons profondément en ce projet. Il semble que l'idée fasse son chemin et que de nombreuses personnes, insatisfaites de l'organisation actuelle du système économique, comprennent le changement profond proposé par cette idée et qu'elle y soit favorable. La crise économique, qui commence aussi à se faire sentir en Suisse, amène les gens à réfléchir sur des façons différentes de vivre ensemble, de manière moins individualiste. Nous sommes nombreux à nous éveiller à cette possibilité et le revenu de base fait partie des solutions qui peuvent porter cet élan sociétal de transformation. Les crises, économiques, écologiques, nous posent à tous des questions essentielles. Quel système économique créer pour pouvoir vivre en tant que société avec moins ou pas de croissance? Comment permettre à chacun d'avoir ses besoins de base satisfaits dans un monde où l'emploi diminue, mais pas le besoin en activité? Comment donner sa place à la créativité pour trouver des solutions aux crises et vivre mieux? Comment donner plus de place à ce qui est important pour chacun? En ce sens, promouvoir cette initiative, récolter des signatures est une chance, cela permet de faire passer plus loin le flambeau des questionnements essentiels et du changement. Pour ces raisons, je suis confiante que nous arriverons à récolter les 120 000 signatures. Notez bien que l'atteinte de cet objectif sera en soi un événement, car rares sont les initiatives populaires non lancées par des partis ou syndicats qui arrivent à franchir ce cap. Ralph, l'enthousiasme est ce qui nous anime pour obtenir les signatures manquantes. Pour cela, nous orchestrons des actions concrètes sur le terrain. Le Réseau pour le revenu de base organise par exemple un événement le 20 janvier prochain, Génération Revenu de base 100 x 100, pour lequel 100 d'entre nous se sont engagés à récolter 100 signatures chacun, pour franchir une nouvelle étape de 10 000. Qu'avez-vous appris grâce à cette initiative? Comment vous y prenez-vous pour récolter les signatures? Quels conseils donneriez-vous aux autres mouvements européens qui préparent actuellement des initiatives similaires? Bernard, au début, certains d'entre nous étaient pessimistes, car ils avaient l'habitude des initiatives lancées par des organisations traditionnelles, syndicats, partis, lobbies, d'autres au contraire pensaient qu'il suffirait de proposer l'initiative sur les réseaux sociaux comme Facebook et qu'avec un look séduisant les signatures afflueraient quasiment toutes seules. Mais nous avons appris par la pratique que la récolte de signatures doit principalement se faire, dans la vraie vie, c'est-à-dire dans la rue, lors de manifestations, de fêtes populaires ou d'événements, projections du film DVD, débats, et que le travail d'explication doit se faire sur le vif. Cela implique une organisation technique et humaine minimale, des volontaires en suffisance, l'organisation de groupes locaux et des relais dans les médias. Anne-Béatrice, nous sommes dans une situation très différente des pays européens qui vont lancer l'initiative citoyenne européenne et récolter des signatures électroniques. Nous devons récolter les signatures de manière physique, sur papier. Et pour toucher les gens, il est important de trouver des manières de se faire entendre dans les médias, de créer des actions pour être visible et propager l'idée dans la vraie vie. Il est important aussi d'aller dans la rue en étant bien visible. Peu à peu les gens se familiarisent ainsi avec le projet que l'on porte, à force de nous voir avec des pancartes dans des lieux publics, ils deviennent curieux et s'y intéressent. Ralph, comme l'a bien dit Béa, c'est avant tout une question de communication.
Expliquer le principe du revenu de base à une personne complètement néophyte peut prendre 15 à 30 minutes, soit un temps prohibitif pour récolter un nombre suffisant de signatures. Il faut donc avoir une véritable stratégie d'action. Battage médiatique, tous les moyens à disposition sont bons. Collecte des signatures des personnes informées ou qui comprennent instinctivement les enjeux, et distribution d'imprimés avec carte réponse assignée et préaffranchie aux autres. Inscription des personnes potentiellement intéressées à collaborer d'une manière ou d'une autre à la campagne. Et il ne faut en aucun cas mésestimer l'impact d'une rencontre et l'effet du bouche à oreille. Chaque personne que l'on approche, qu'elle signe ou pas, aura reçu l'information et sera susceptible de la porter plus loin. Jusqu'ici, quelles ont été les retombées dans la société suisse? Bernard, au moment du lancement officiel de l'initiative en avril dernier, nous avons bénéficié d'une importante couverture médiatique. En Suisse allemande, la première chaîne télévisée nous a même consacré un soir Arena, l'émission politique la plus écoutée du pays. Cela est dû en partie au fait que notre initiative, à la différence de beaucoup d'autres, a un caractère systémique. Le découplage, même partiel, du revenu et du travail ne peut laisser aucun citoyen suisse indifférent. Certaines organisations, surtout d'orientation écologique, éthique ou même politique, la section vaudoise du Parti des Verts, le syndicat indépendant SINA, pour en citer quelques-unes, nous ont soutenus ou même se sont jointes à différents degrés à nos efforts. Ainsi, nous avons petit à petit appris le métier et commencé à voir nos efforts récompensés. Les réseaux sociaux restent très importants, mais ne sont pas suffisants. Aujourd'hui, l'effet d'annonce s'étant estompé, il est à nouveau plus difficile d'obtenir une couverture médiatique. Pour avoir les journalistes, il faut organiser des événements suffisamment importants avec le soutien de personnalités reconnues, le thème du revenu de base ne suffisant pas à lui seul, d'autant plus que c'est une notion très inhabituelle et donc relativement difficile à expliquer de manière simple et concise. Quelles actions envisagez-vous dans le futur proche? Anne-Béatrice, la récolte de signatures se terminera en août 2013, donc nous allons continuer d'y mettre toutes nos forces. Afin de faire connaître mieux l'idée et de mobiliser les gens, nous prévoyons un printemps du revenu de base en Suisse romande qui rassemblera des événements très différents, tels un grand débat avec Philippe Van Parijs ou un concours artistique sur le thème, évidemment, du revenu de base. Une fois la récolte des signatures clôturée, quelle sera la suite pour votre mouvement? Bernard, il faudra se battre pour convaincre la plus grande partie possible du corps électoral. Nous ne sommes pas certains d'obtenir d'emblée un vote positif, mais, pour nous, le simple fait que le revenu de base inconditionnel entre de plein pied dans la vie politique suisse, et que tous les groupes d'intérêt de la société soient mis en demeure de se prononcer sur le changement de paradigme sociétal et économique qu'il implique, représente déjà un immense pas en avant. Dans ce contexte et peut-être déjà plus rapidement nous serons certainement amenés à préciser certains aspects de notre démarche, à la fois concernant le « pourquoi faire », crise écologique, crise de la croissance économique, inégalité croissante, précarité des emplois, effritement du sens du travail, etc., et le « comment faire », financement. Car, en définitive, ce n'est que la dimension du constat qui peut légitimer la radicalité de la rupture systémique engendrée par le revenu de base inconditionnel. Ralph, de même que Anne-Béatrice, je pense que faire aboutir l'initiative fédérale sera un événement en soi. À partir de ce moment, le débat public commencera en Suisse, et sans doute aussi dans d'autres pays limitrophes. En effet, la Suisse joue une sorte de thermomètre dans une Europe où les citoyens ne disposent pas toujours de tels moyens d'expression démocratique. Nous aurons donc certainement fort à faire pour communiquer et convaincre dans les différents médias. Nous devrons aussi trouver des moyens pour toucher la population dans son ensemble en créant notamment des événements et des productions culturelles ou artistiques. Aujourd'hui à Berne, l'initiative populaire fédérale pour le revenu de base inconditionnel a remis à la chancellerie fédérale suisse les 125 000 signatures récoltées, officialisant ainsi le succès de l'initiative et la perspective d'un référendum en Suisse sur ce sujet. D'ici 1 à 4 ans, les citoyens suisses voteront pour ou contre l'inscription du principe du revenu de base dans la Constitution fédérale helvétique. Voici le résultat obtenu grâce à 18 longs mois d'efforts pour récolter plus de 125 000 signatures de soutien à une initiative populaire fédérale.
Ce succès majeur dans l'histoire de l'idée du revenu de base vient d'être officiellement célébré à Berne lors de la cérémonie de remise des signatures au Palais fédéral de Berne. À cette occasion, des militants de tout le pays, et d'ailleurs, se sont rassemblés dans la capitale et ont symboliquement déversé 8 millions de pièces de 5 centimes sur la place fédérale. Lors de cette cérémonie, les signatures papier récoltées depuis mars 2012, rassemblées dans pas moins de 80 cartons, ont été remises au service de la chancellerie qui doit maintenant procéder à un ultime recompte avant de fixer la date de la votation populaire. Celle-ci se tient en général dans les 2 années suivant la date de dépôt des signatures. Le gouvernement a également la possibilité de soumettre au vote un contre-projet. Sur place, Anna-Béatrice Duparc estime que 250 personnes étaient rassemblées ce matin sur la place fédérale, dans une ambiance à la fois festive et émouvante. Un rituel assez habituel en Suisse lorsqu'une initiative obtient le nombre de signatures requises mais, cette fois-ci, le nombre de participants était plus élevé, observe l'activiste du bien suisse, note de la rédaction, Basic Incomers Network. Philippe, un autre activiste, est persuadé que le succès de cette initiative va déboucher sur une plus grande prise de conscience de la société. Le point fort de cette campagne, c'est qu'avant personne ou presque n'avait entendu parler de l'idée. Maintenant, on peut s'attendre à ce que la presse en parle davantage et que cela suscite un vrai débat, pas seulement sur le revenu de base, mais aussi sur la valeur travail. L'impact de cette nouvelle ne s'est d'ailleurs pas fait attendre, plusieurs dépêches et reportages ont été envoyés par Reuters, le Daily Mail ainsi qu'un reportage de Russian Television. Dans la francophonie, plusieurs articles sont parus sur BFM, le matin, tandis que RTS a consacré un reportage dans son journal télévisé du soir. Rappelons-le, même si le chiffre de 2500 francs suisses est régulièrement évoqué, l'initiative présentée ne précise pas le montant d'un tel revenu. Les initiants préfèrent remettre cette question à la démocratie. Proposer un modèle défini de revenu de base diviserait le mouvement alors que nous cherchons au contraire à rassembler, explique Daniel Hanni, l'une des personnes clés dans l'organisation de cette initiative, également co-auteur de Le revenu de base, une impulsion culturelle, un documentaire phare qui a beaucoup contribué à la diffusion de l'idée du revenu universel. Le mouvement français pour un revenu de base, MFRB, tient à saluer les organisations qui ont porté l'initiative jusqu'à son succès, en particulier le Bien suisse ainsi que Génération Grundeinkommen. Stanislas Jourdan, coordinateur de l'initiative citoyenne européenne pour le revenu de base, a également tenu à saluer le progrès du mouvement suisse. Ce qui se passe en Suisse est révélateur d'un mouvement plus général en Europe, où de nombreux citoyens sont en train de découvrir l'idée du revenu de base et de s'organiser pour que cette idée soit sérieusement prise en compte. Comme en Suisse aujourd'hui, les décideurs doivent maintenant s'attendre à ce que cette question devienne tôt ou tard l'une de leurs priorités. Par crainte que l'idée du revenu de base soit détournée, le Parti socialiste suisse n'ose pas soutenir l'initiative et préfère miser sur une réforme moins ambitieuse de l'État-providence. Après le succès de la récolte des signatures pour l'initiative populaire fédérale suisse pour le revenu de base qui s'est achevée il y a près d'un an avec le dépôt de 126 000 signatures à Berne, l'initiative suit son cours avant le référendum national qui devrait avoir lieu d'ici 2016. D'ici là, les différentes institutions fédérales helvétiques sont amenées à se prononcer pour ou contre cette initiative. Dans ce cadre, le Conseil fédéral, exécutif, avait déjà fait part de son opposition à l'idée du revenu de base en août dernier, jugeant le financement du concept irréaliste, désincitatif au travail et même immoral. Il est de toute façon rare que le Conseil fédéral soutienne des initiatives populaires. Une idée dangereuse selon le Parti socialiste. Alors que l'on attend que le Parlement se penche à son tour sur la question, le Parti socialiste suisse, PSS, a annoncé dans un communiqué de presse son opposition à l'initiative. Le PSS craint qu'un revenu de base faible ne démantèle les acquis sociaux sur un large front. C'est pour cette raison que le PSS juge plus adéquat de corriger les lacunes existantes du système de sécurité sociale et d'améliorer les conditions de travail, explique le communiqué daté du 13 novembre. Pour le bien suisse, ces craintes sont infondées. Le réseau de promotion du revenu de base rétorque par la voix de son président Ralph Kendi que « Toutes les forces politiques présentes au Parlement sont en effet d'accord sur la nécessité d'une protection sociale suffisante. Si tel n'était pas le cas, le démantèlement aurait déjà eu lieu.
En effet, en cas de victoire de l'initiative, ce sera de toute façon au Parlement suisse de définir les modalités exactes de sa mise en place, et donc de faire en sorte que le revenu de base complète la protection sociale plutôt qu'il ne la diminue. Pour contrer l'initiative tout en répondant aux bonnes questions qu'elle pose, le PSS propose la mise en place d'une assurance générale du revenu, AGR, pour combler les trous de la protection sociale actuelle, notamment pour les personnes dont les revenus sont variables comme par exemple les travailleurs indépendants. Évidemment conditionnelle, cette proposition n'est nullement assimilable à un revenu de base. Si l'AGR devrait apporter une certaine simplification administrative, elle n'apporte cependant aucun progrès en termes de contrôle humiliant et de la stigmatisation qui peut être ressentie par ses bénéficiaires. En conditionnant des prestations élevées avec la formation suivie ou le dernier salaire touché, il surajoute le problème, par rapport au système social conventionnel, de pérenniser l'inégalité et d'augmenter encore la désincitation à l'insertion professionnelle, estime Ralph Kendi du Bien suisse. En dépit de la ligne officielle de son parti, la conseillère nationale socialiste Sylvia Schenker a favorablement accueilli l'initiative, estimant que l'intégration par le marché du travail était devenue incroyablement difficile, très stressant pour les personnes en difficulté, et tout simplement irréaliste, a-t-elle déclaré à la presse, ajoutant qu'elle est persuadée de ne pas être la seule à soutenir l'initiative dans les rangs du PSS. Le président du comité d'initiative Oswald Sig est d'ailleurs membre du Parti socialiste et ancien vice-chancelier de la Confédération. À la suite de cette prise de position historique du PSS, les commissions parlementaires de la sécurité sociale et de la santé auditionnaient jeudi et vendredi dernier les porteurs de l'initiative pour un revenu de base. À 15 voix contre 6, les deux commissions ont décidé de ne pas préparer de contre-projet indirect à l'initiative, c'est-à-dire un projet de loi visant à mettre en œuvre directement dans la loi les demandes des initiants sans attendre une votation. Autrement dit, la proposition d'assurance généralisée poussée par le PSS n'a pas été retenue à ce stade par les commissions parlementaires. La Commission doit poursuivre ses discussions sur le sujet courant 2015 afin de décider si elle souhaite ou non lancer un contre-projet direct, c'est-à-dire un contre-projet qui sera soumis à la votation populaire en parallèle de celle des initiants. 35% des Suisses seraient favorables à l'idée du revenu de base. Au-delà des pourparlers politiciens, que pense le peuple suisse de l'idée du revenu de base ? Le résultat d'un premier sondage effectué sur le site web du quotidien 20 minutes montrerait que plus de 34% des 6700 participants seraient favorables à l'idée, tandis que 20% seraient favorables, mais pensent que l'idée n'est pas réaliste. Au final, seuls 43% seraient fermement opposés à l'idée. De quoi rester positif jusqu'à la votation en 2016. Approcha, le financement d'un revenu de base par l'impôt sur le revenu. Cette proposition s'appuie sur le travail de Marc de Basquiat dont on peut trouver un résumé de la thèse. Il s'agirait de mettre en place un revenu de base financé par un impôt proportionnel qui viendrait remplacer le système actuel du RSA, de la prime pour l'emploi et des exonérations de cotisations patronales, réduction Fillon. Il y aurait par ailleurs un revenu de base enfant plus faible, versé dès le premier enfant, contrairement aux allocations familiales. Il viendrait remplacer les allocations familiales, ainsi que le quotient familial dont bénéficient les familles les plus riches. Ce revenu de base serait financé par un impôt proportionnel sur l'ensemble des revenus. L'impôt serait individualisé, tout comme le revenu de base, et idéalement prélevé à la source, comme l'est actuellement la CSG. Par ailleurs, le système public d'assurance chômage, le système de retraite, l'assurance maladie, l'aide pour le logement et les autres prestations particulières sont maintenues telles quelles, allocation adulte handicapé, aide personnalisée d'autonomie, etc., mais leur mode de financement est modifié, le chômage et la retraite prestations contributives dont le montant dépend de la cotisation sont financés uniquement par cotisation sur les salaires tandis que l'assurance maladie est universalisée et financée par une CSG assise sur tous les revenus. Le financement par un impôt proportionnel donne une réponse aux sceptiques du revenu de base qui demandent souvent « mais pourquoi le distribue-t-on aussi aux plus riches ?» Dès lors que l'on considère le couple revenu de base et impôt proportionnel, on se rend compte que celui-ci opère la même distribution que le ferait un impôt qui serait négatif en dessous d'un seuil de revenu et positif au-dessus. Plus le montant du revenu de base est élevé,
plus le taux de l'impôt proportionnel qui le finance sera élevé et donc plus la courbe rouge du schéma ci-dessus sera aplatie. Les propositions de montant varient entre les 425 € par adulte et 200 € par enfant proposées par Marc de Basquiat dans sa thèse Proposition sans augmentation du taux net de prélèvement obligatoire moyen et la proposition de Baptiste Milondo d'un revenu de base à 750 € par adulte. Pour plus de détails sur les effets redistributifs de chacune des propositions, voir la rubrique « Quel montant ?». Approche B, regardez la part d'autofinancement. Il ne s'agit pas tant là d'une autre forme de financement que d'une autre manière d'aborder la question. Il s'agit de regarder le coût de l'ensemble des prestations non contributives que le revenu de base rendrait obsolète ainsi que celui de l'ensemble des politiques de subvention à l'emploi qui disparaîtraient avec l'instauration du revenu de base. Cette approche est notamment adoptée par Jean-Marie Monnier et Carlo Vercellone, 2006, ou par Baptiste Milondo, 2010. Ainsi Baptiste Milondo estime, d'après les chiffres de 2010, que l'on pourrait financer un revenu de base de 200 € par adulte et 60 € par enfant avec le budget des minima sociaux, RSA, allocations spécifiques de solidarité, des bourses d'étudiants, des allocations familiales, des aides pour le logement et des différentes politiques de subvention à l'emploi. Il faudrait alors chercher le complément par d'autres pistes, en augmentant la CSG, proposition de Baptiste Milondo, en augmentant l'impôt sur le capital, en luttant contre la fraude et l'évasion fiscale, en faisant rentrer le revenu de base dans le revenu fiscal ou en mettant en place une taxe sur les transactions financières, proposition de Jean-Marie Monnier et Carlo Vercellone. Approche C, la fusion de l'aide sociale, du système de chômage et du système de retraite dans un revenu de base. Il s'agit de la proposition de Jacques Marseille, dont on peut trouver ici un résumé d'autres membres du mouvement défendent un revenu de base issu de la fusion entre le système de chômage, le système de retraite et l'aide sociale en général, aide pour le logement éventuellement incluse. L'assurance maladie est maintenue telle qu'elle du fait qu'elle protège contre des risques qui touchent très inégalement la population. Ainsi se substituerait aux cotisations salariales actuelles une TVA d'un montant comparable. Ce faisant, on estime que l'on pourrait financer un revenu de base autour de 600 € par adulte et 300 € par enfant. Une telle proposition permet de financer un revenu de base d'un montant supérieur au RSA actuel sans augmenter les taux de prélèvement obligatoires. On pourrait ensuite proposer d'augmenter l'impôt sur le revenu par exemple, si l'on souhaite financer un revenu de base plus élevé. L'inconvénient réside dans le fait que les retraités sont les grands perdants d'une telle proposition, puisqu'ils verraient leur pension actuelle réduite au niveau du revenu de base, alors que certains d'entre eux ont cotisé toute leur vie pour financer la retraite de la génération précédente. Ainsi une telle proposition n'est pas forcément ressentie comme légitime, et peut en tout cas difficilement être applicable dans l'immédiat. Il faudrait une longue transition pour basculer d'un système de cotisation pour la retraite à un système de revenu de base unique. Approche D, transformer la forme de création monétaire. Aujourd'hui, la monnaie est créée par le crédit bancaire. Au moment où une banque fait un crédit à une entreprise ou un ménage, elle ne mobilise pas de la monnaie qu'elle a dans ses caisses, elle crée la monnaie qu'elle prête. Elle équilibre ensuite ses comptes grâce au dépôt bancaire permis par ce nouveau prêt, ou alors en empruntant aux autres banques ou à la banque centrale le montant nécessaire. Au contraire, la monnaie est détruite lorsqu'un emprunteur rembourse son crédit à la banque. Cette forme de création monétaire a deux inconvénients, elle est inégalitaire et elle accroît les bulles spéculatives et les risques de crise qui peuvent s'ensuivre. Elle est inégalitaire, car comme le dit le dicton, on ne prête qu'aux riches, on prête plus facilement et avec un taux d'intérêt plus faible à un ménage ayant un gros apport et un revenu conséquent ou à une multinationale qu'à un ménage modeste ou à une PME. Ainsi la forme que prend aujourd'hui la création monétaire bénéficie plus aux riches qu'aux pauvres. Par ailleurs, cette forme de création monétaire accroît les cycles. En période de croissance, les perspectives de profit sont élevées et incitent de nombreux opérateurs financiers à s'endetter pour investir sur les marchés financiers en utilisant l'effet levier. Le risque est grand alors qu'apparaisse une bulle spéculative, l'augmentation du crédit, qui accroît la masse monétaire, est investie sur le marché des actifs, boursiers ou immobiliers, augmentant ainsi leur valorisation. Ceci incite toujours plus d'opérateurs à s'endetter afin de bénéficier de ces hausses de prix. Ce cycle auto-entretenu conduit à une survalorisation des actifs bien au-dessus de ce que reflètent les fondamentaux économiques.
Lorsque les investisseurs se rendent compte que les actifs qu'ils ont achetés sont survalorisés, ils cherchent à les revendre au plus vite, ce qui diminue encore plus le prix de ces actifs conduisant à une spirale déflationniste, c'est l'explosion de la bulle qui débouche sur la crise. Les agents ayant des titres trop dévalorisés en comparaison de leurs dettes préfèrent se désendetter plutôt que de consommer, ce qui accélère le processus dépressif. Et le désendettement est d'autant moins efficace que plus les agents veulent se désendetter, plus ils vendent leurs actifs et plus la valeur de ces actifs chute. Dans ces périodes de reflux du crédit et de hausse des remboursements, la masse monétaire se contracte. C'est ce qu'a montré Irving Fisher dès 1933. En outre, dans ces périodes de crise, la Banque centrale cherche à relancer l'activité en favorisant le crédit par des taux d'intérêt quasi nuls. Mais les entreprises et les ménages étant trop peu confiants dans l'avenir, peu d'entre eux prennent le risque de s'endetter. Alors, l'essentiel du crédit est utilisé par les banques pour rééquilibrer leur bilan, voire par certains investisseurs pour spéculer sur les marchés, ils n'alimentent donc pas l'économie réelle. Le dilemme est alors le suivant, comment permettre une création monétaire nécessaire pour maintenir le dynamisme de l'activité sans qu'elle n'alimente des bulles de crédit? Certains d'entre nous proposent ainsi que la création monétaire, plutôt que de se faire par le crédit, se fasse par la distribution à chaque citoyen d'un revenu de base, un dividende monétaire en somme. De leur côté, les banques n'auraient plus la possibilité de créer de la monnaie par le crédit et ne pourraient prêter que ce que les épargnants auraient placé en dépôt à terme et ce que la Banque centrale accepterait de leur prêter. Un tel système permettrait que la monnaie en circulation soit plus permanente, que son volume soit beaucoup plus stable et maîtrisable par la Banque centrale. En outre, la monnaie étant directement distribuée aux individus qui ont le choix entre la consommer ou l'investir, notamment dans une entreprise personnelle, elle alimenterait directement l'économie réelle. Avec une telle proposition, au sein de la zone euro, si l'on prenait l'agrégat M3 comme indicateur de la masse monétaire, c'est-à-dire l'agrégat le plus large, et si l'on propose que 100% de la création monétaire soit redistribuée sous forme de revenus de base, on pourrait financer un revenu de base de 150 € par mois par individu de la zone euro, avec le taux de croissance annuel moyen de M3 ces 10 dernières années, à savoir 6%. Soulignons que ce montant représente une estimation haute de ce dividende monétaire. Approche E, la justice foncière à la Thomas Paine. Pour Thomas Paine, la justice agraire, 1795, le revenu de base se justifie comme la redistribution d'un patrimoine naturel commun qui ne saurait être légitimement approprié par une minorité. À l'époque de Thomas Paine, ce patrimoine commun, désignait avant tout la terre, qui avait été largement privatisée par une minorité de propriétaires terriens, particulièrement en Angleterre avec le phénomène des « inclosures » du XVIe au XVIIe siècle. Considérons donc la proposition d'un revenu de base comme outil de redistribution de la richesse procurée par le foncier. Il s'agirait donc de taxer la rente foncière, c'est-à-dire de mettre en place un impôt foncier proportionnel au prix du foncier pour financer un revenu de base. Une telle proposition n'est pas dénuée d'avantages en termes de justice, mais aussi d'efficacité économique. En termes de justice, cela permettrait une redistribution du revenu en défaveur de ceux qui ont eu la chance d'acheter bon marché un bien immobilier ou foncier qui a vu sa valeur augmenter au cours du temps, typiquement, la personne qui achète un logement à Paris, et en faveur de tous ceux qui n'ont pas pu saisir ces opportunités. Mais en termes économiques, en rendant plus coûteuse la propriété du foncier dans les zones denses, cela encouragerait les propriétaires à en faire le meilleur usage, louer ou vendre un appartement lorsqu'ils ne l'occupent pas, construire un étage supplémentaire, etc. Ainsi, taxer plus le foncier dans les zones denses réduit la hausse des prix liés aux pratiques de spéculation des investisseurs, car l'impôt payé par ce dernier le dissuade d'attendre la hausse des prix avant de mettre son logement sur le marché. Une telle proposition implique toutefois une refonte totale de l'impôt foncier, qui serait alors payé à l'échelon national alors que pour le moment il finance les collectivités locales. De plus, ça ne peut suffire à financer un revenu de base conséquent. Approche F, financement par l'impôt sur le patrimoine. On peut élargir l'idée de l'impôt sur le foncier à l'ensemble du patrimoine des ménages. Ainsi Marc de Basquiat propose une taxe sur l'actif net, tant, appliquée sur l'ensemble du patrimoine immobilier, mobilier et financier des ménages dont on déduit leurs dettes.
Fixée à 1% de l'actif net des ménages au-dessus d'un certain seuil, une telle taxe pourrait rapporter chaque année 80 milliards d'euros. Les ménages français détiennent 11 000 milliards d'euros de patrimoine, dont 62% de patrimoine foncier, soit de quoi financer un revenu de base mensuel d'environ 120 euros par adulte et 60 euros par enfant. Elle aurait en plus l'avantage d'être très fortement redistributive dans la mesure où les inégalités de patrimoine sont en France beaucoup plus fortes que les inégalités de revenus. Les 10% de ménages les plus riches détiennent en 2010 48% de l'ensemble du patrimoine des ménages, source INSEE. Approche G, la redistribution de la rente pétrolière. Revenons aux propositions d'un revenu de base lié au partage d'un patrimoine commun, pensé en premier lieu par Thomas Paine concernant la terre. On peut étendre ce raisonnement à d'autres ressources naturelles représentant un bien commun, ressources halieutiques, aquatiques, forêts, mais plus particulièrement aux ressources hydrocarbures qui procurent une rente très élevée. Deux États pratiquent déjà un revenu de base lié à une rente pétrolière, l'Alaska et l'Iran. En Alaska, il est inscrit dans la Constitution que les ressources hydrocarbures appartiennent aux Alaskiens, si bien que chacun d'entre eux reçoit chaque année un chèque issu de la capitalisation de la rente pétrolière. Le montant varie autour de 1 500 $ par an. En Iran, un revenu de base a été mis en place en 2010 pour remplacer les pratiques de subvention de la nourriture et de l'essence. Une telle mesure est ainsi plus économique, la vente d'essence rapporte plus à l'État, car elle est vendue à son prix international, plus écologique, un prix de l'essence plus élevé encourage chacun à l'utiliser avec plus de parcimonie, et plus juste socialement, un ménage pauvre sans voiture préfère un revenu de base plutôt que l'essence subventionnée. Bien entendu, en France on n'a pas de pétrole. Mais une telle proposition de redistribution de la rente pétrolière serait un progrès dans des pays où celle-ci est accaparée par une minorité, Birmanie, Nigeria, Algérie, Gabon. Approche H, le chèque vert est déjà un revenu de base. La réduction de nos émissions de CO2 nécessaires pour limiter l'effet de serre passera très probablement par la mise en place d'une taxe carbone. Se posera alors la question de l'utilisation des recettes de cette taxe carbone. Dans la proposition de loi de 2009, qui a finalement été abandonnée, il était proposé que les recettes de la contribution énergie-climat soient redistribuées à tous les ménages sous forme de chèque vert. Si ce chèque vert est distribué à tous de façon inconditionnelle et individualisée, alors ce sera un revenu de base. Et de fait, c'est la seule forme de distribution légitime qu'il peut y avoir. En effet, tout comme le droit d'utiliser la terre chez Thomas Paine, le droit à polluer ne saurait être distribué inégalement entre les femmes et les hommes s'il n'y a pas de compensation versée. Ainsi une taxe carbone redistribuée sous forme de chèque vert ne serait qu'une manière juste et efficace de taxer ceux qui polluent le plus et de récompenser ceux qui polluent le moins. Toutefois, tant que la taxe carbone reste à des taux faibles, on ne saurait y voir une source de financement du revenu de base, mais plutôt une éventuelle source complémentaire. Excellent l'idée du revenu de base, à condition toutefois que nos chers lobbies et autres instances françaises commerciales ou non, n'en profitent pas pour augmenter les prix de vente à la consommation de manière inconsidérée, dixit le passage à l'euro, pour ne citer que lui. Ce qui serait révolutionnaire, c'est une vie décente pour chaque personne de ce pays. Ce devrait être la première des préoccupations d'un président. J'y croirai le jour où les restos du cœur fermeront. Alors une vie décente, de base, oui. Les libéraux qui préconisent cette solution voient aussi faire des économies. Plus d'obligation de pointer à Pôle emploi et faire semblant de chercher un travail qui n'existe presque plus pour certains. Plus de paperasserie pour le RSA, donc allègement des charges administratives, etc. Une réflexion approfondie sur cette question vaut vraiment le coup. Comment par exemple insérer le bénévolat dans ce dispositif ? De toute façon ce revenu existe déjà en partie, mais morcelé, conditionné et limité dans le temps. En actualisant ces chiffres et en les adaptant au nouveau régime social impact du RSA post-chômage, on parvient à un coût du chômage de 76 milliards annuels répartis entre 42% pour l'UNEDIC, 31,6 milliards, 31% pour la sécurité sociale, 23,3 milliards et 27% pour l'État et les collectivités locales, 20,1 milliards. Une aide de 300 € pour les chômeurs de plus de 60 ans attendant leur retraite.
Oui, il faudra bien en venir un jour à un revenu universel d'existence déconnecté du travail, vu que celui-ci disparaît. Par ailleurs, les inégalités de revenus et de patrimoine ne cessent de croître depuis 40 ans. Un ISF européen par exemple pourrait alimenter un fonds sans pénaliser un pays. Et quelle pub pour l'UE ou la zone euro. D'ailleurs même des libéraux sont pour ce revenu universel d'existence, car ils voient faire des économies dans la réduction des certains services sociaux plus ou moins utiles, comme Pôle emploi dont on pourrait réduire de moitié les effectifs. Ce chômage involontaire constitue une telle obsession sociale que, après la période exceptionnelle des 30 glorieuses, la remise en cause de l'État-providence et la fin du lien pérenne à l'emploi offrent le spectacle d'une société minée par le chômage et l'insécurité sociale. Si modernité se décline avec précarité. Jean-Marie Haribey affirme que l'on ne peut distribuer de revenus sans l'associer à un travail, et qu'un travail ne peut être rémunéré que s'il passe par l'une des deux formes de validation sociale que sont le marché et la collectivité. Mais ce principe n'est plus pertinent aujourd'hui. Il faut d'abord prendre la mesure exacte du problème. Mon article, non publié par le plus, car pas dans la ligne éditoriale, a atteint toutefois près de 20 000 lecteurs, fait le tour de cette question essentielle de la robotisation, automatisation, numérisation, faites-le vous-même, invasion des bullshit jobs ou métiers à la con. Il est urgent d'avoir conscience de la disparition du travail en lui-même. L'accroissement des inégalités qui trouve là son principal mécanisme, avec une fiscalité favorable aux plus riches. Nécessaire réduction du temps de travail. Plus juste répartition pour tous de la valeur ajoutée. Urgente harmonisation fiscale et sociale dans l'UE. Moins de 5% des chômeurs devraient retrouver un emploi en 2015. Taux de retour à l'emploi. Ensemble des chômeurs, 4,7%. Chômeurs retrouvant un contrat de plus de 6 mois, 2,8%. Plus de 50 ans, 2,4%. Bénéficiaires du RSA, 3,5%. 3 ans après la fin des études, 4 jeunes sur 10 en travail. Un ou une employée à Pôle emploi est-il un bullshit job? Faire semblant de chercher du travail pour des gens qui savent qu'ils ont peu de chances d'en trouver et qui pour certains ont cédé au découragement. Voici la définition du mouvement français pour un revenu de base. Le revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 1. Les livres brochés de cette collection Alerte sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte, le